Goedemorgen, maandag 2 november. Voor velen misschien een dag vrij af of zelfs een weekje vakantie. In ieder geval, we gaan jullie deze week ook blijven informeren over de pandemie, over de cijfers en over de maatregelen die genomen zijn om deze pandemie in te dijken. Maar ik geef eerst het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen deze week met enkele eerste lichtpuntjes in de coronacijfers. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven stijgen, maar nemen minder snel toe. De ziekenhuisopnames blijven voorlopig onder de top van verleden woensdag. De sneltrein mindert wat vaart, maar raast evenwel nog door. De komende 2 dagen zullen uitwijzen of de ziekenhuisopnames al dan niet echt stabiliseren. De sterftecijfers blijven voorlopig nog fors doorstijgen. Deze lang verwachte lichtpuntjes mogen ons niet afleiden van het feit dat de situatie nog steeds erg verontrustend is. Het aantal patiënten op intensieve zorgen zal nog verder blijven doorstijgen in de komende dagen, mogelijk zelfs nog tot de tweede week van november. De belasting op de ziekenhuizen kan enkel nog toenemen en zal zeer hoog worden. De verstrengde maatregelen zijn absoluut cruciaal om terug controle te krijgen over het virus. We hebben nog een lange weg te gaan, waarbij de vertraging zich eerst nog zal moeten bestendigen en vervolgens moeten overgaan in een effectieve daling. Deze daling zullen we voldoende lang moeten aanhouden om in een veilige zone terecht te kunnen komen. Momenteel, met meer dan 20.000 besmettingen per dag, staan onze defensielijnen op basis van testen en quarantaine onder veel te grote druk. Het is belangrijk dat we nu terugkeren naar een beheersbaar niveau van viruscirculatie. Enkel op deze manier kunnen we terug de controle over het virus krijgen in plaats van omgekeerd. Dinsdag 27 oktober is voorlopig de dag met het hoogste aantal geregistreerde besmettingen van deze pandemie, met name 21.953 gevallen op 1 dag. Gemiddeld werden er de afgelopen week 15.582 besmettingen vastgesteld per dag. Dat is een toename van 14% in vergelijking met de week ervoor. Als we rekening houden met een correctie voor de nieuwe teststrategie, komen we uit op een toename van 29% op weekbasis. Deze toename blijft daarmee beduidend lager dan de afgelopen weken, toen we nog toenames van 100% op weekbasis zagen. De gemiddelde leeftijd van de nieuw vastgestelde gevallen neemt verder toe. Momenteel is de helft van de nieuwe gevallen ouder dan 43 jaar. Er zijn nu evenveel besmettingen bij 20ers, 30ers, 40ers en 50ers, elk verantwoordelijk voor ongeveer een zesde van alle nieuwe gevallen. Bij kinderen en tieners zien we een afname van het aantal nieuwe gevallen en bij 20ers een stabilisatie. Bij de oudere leeftijdsgroepen nemen de aantallen wel verder toe en in het bijzonder bij de 80-plussers zien we nog steeds een verdubbeling om de 11 dagen, wat dus beduidend sneller is dan bij de andere leeftijdsgroepen. De vertraging op nationaal niveau lijkt vooral gedreven te zijn door het Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams en Waals-Brabant. In deze gebieden zien we voor het eerst sinds lang dalende cijfers gaande van -3 tot -11% op weekbasis. In de andere provincies zien we wel nog verdere toenames, met West-Vlaanderen op kop met 37%. Het hoogste aantal nieuwe gevallen zien we nog steeds in Luik en Henegouwen. Zo werden er de afgelopen week in Luik gemiddeld 3006 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld
en in Henegouwen 2885. De snelheid van toename in deze twee provincies ligt ook nog steeds boven het nationale gemiddelde met 26%. Zowel Luik als Henegouwen blijven daarmee de grootste probleemgebieden in België. De ziekenhuiscijfers blijven verder toenemen, maar lijken de laatste dagen wat te vertragen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames verdubbelt momenteel om de 14 dagen, terwijl er verleden week nog sprake was van een verdubbelingstijd om de 8 dagen. Op woensdag, 28 oktober, werd voorlopig een record bereikt van 743 nieuwe opnames op 1 dag. De dagen nadien lagen de cijfers gelukkig wat lager. In de voorbije week waren er gemiddeld 656 nieuwe opnames per dag. De verdeling van de ziekenhuisopnames volgt nog steeds hetzelfde patroon. Henegouwen, Luik en Brussel zijn samen verantwoordelijk voor ruim de helft van alle nieuwe ziekenhuisopnames, op de voet gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen met elk ruim 10%. In België liggen er nu 6.823 patiënten met COVID in het ziekenhuis. Hiervan liggen er 1.223 op intensieve zorgen. En dat is bijna gelijk aan de piek van de eerste golf op 8 april. Het aantal patiënten op intensieve zorgen verdubbelt momenteel ook iets trager, namelijk om de 10 dagen. Dankzij deze vertraging, en als we de huidige set van maatregelen goed opvolgen, kan het volgens ons mogelijk zijn om onder de maximumcapaciteit van 2000 bedden op intensieve zorgen te blijven in de komende 2 weken. Deze vertraging kan wat tijd kopen en de ziekenhuissector meer kansen geven om zich verder te organiseren om de snelle toestroom aan patiënten op te blijven vangen. De overlijdens tot slot blijven sneller toenemen. Dat is te verwachten, aangezien deze parameter ook altijd de laatste is om af te buigen. De afgelopen week vielen er gemiddeld 113 overlijdens per dag te betreuren. Dat is een forse toename van 164% op weekbasis of een verdubbeling om de 5 dagen. Op vrijdag 30 oktober werden 158 overlijdens gemeld op 1 dag. En daarmee zitten we ongeveer op de helft van de piek van de eerste golf. Toen hebben we op 8 april 312 overlijdens geregistreerd op 1 dag. Verleden vrijdag heeft onze regering een reeks nieuwe maatregelen uitgevaardigd. We zitten hiermee veruit op het strengste niveau dat we kunnen bereiken. Er zijn niet veel bijkomende ingrepen meer mogelijk. Met deze set van maatregelen kunnen we volgens ons wel het tij doen keren. De allerbelangrijkste regel blijft het beperken van onze dichte contacten of de zogenaamde knuffelcontacten. Het succes van onze strijd tegen dit virus staat en valt hiermee. Een dicht contact is iemand met wie u spreekt van dichtbij, iemand met wie u samen eet of drinkt, of iemand die u een knuffel geeft. We vatten de regels rond de contacten daarom nog eens samen voor u. Wat betreft uw dichte contacten. Met de mensen uit uw huishouden kan u natuurlijk een normaal en dicht contact onderhouden. Met de mensen buiten uw huishouden moet u in principe 1,5 meter afstand houden. Als dat moeilijk is, bijvoorbeeld in de winkel, dan draagt u een mondmasker. Het is belangrijk om te herhalen dat een masker de afstandsregels niet vervangt. Het is dus niet omdat u een masker draagt dat u geen afstand moet houden. Afstand blijft de basis.
Buiten uw huishouden mag u nog maximum 1 knuffelcontact hebben. Dat is 1 persoon van buiten uw gezin met wie u dicht contact kan hebben. Samen eten, drinken of een aanraking. Zorg ervoor dat dit steeds dezelfde persoon is. Spreek dit dus goed op voorhand af. Jullie kiezen immers voor elkaar. Daarbij willen we ook nog eens aan herinneren dat we in principe willen afraden dat grootouders nauwe contacten hebben met de kleinkinderen. Betreft het bezoek thuis, wat mag er? Wel, een huishouden mag bezoek ontvangen van maximaal 1 persoon op hetzelfde moment. Bovendien moet die ene persoon een knuffelcontact zijn van 1 van de leden van het huishouden. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen. Een alleenstaande mag 2 mensen op bezoek krijgen, maar niet op hetzelfde moment. Een alleenstaande mag natuurlijk zijn of haar knuffelcontact ontvangen. En op een ander moment mag er nog iemand anders op bezoek komen, maar met deze persoon houdt u dus steeds wel afstand. Betreft het contact buiten, wat mag er? Wel, buiten mag u een klein groepje vormen van 4 mensen, waarbij kinderen tot 12 jaar niet meegeteld worden. Natuurlijk geldt ook dat je buiten die veilige afstand moet houden van de mensen in uw groepje die niet tot het huishouden of tot uw knuffelcontact behoren. Als uw huishouden meer dan 4 mensen telt, van boven de 12 jaar, dan mag u natuurlijk ook buiten samen blijven rondlopen. Dan rest mij tenslotte nog alleen om u, ondanks al deze maatregelen, toch nog een warme en gezellige herfstvakantie te wensen. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le nombre d'infections et d'hospitalisations continue d'augmenter, mais augmente moins rapidement. Les admissions à l'hôpital restent pour le moment en dessous du pic de mercredi dernier. On peut donc dire que ce train à grande vitesse continue à avancer, mais ralentit un peu, mais il est toujours sur sa lancée, il n'est pas du tout à l'arrêt. Les 2 prochains jours devraient nous montrer si les admissions à l'hôpital se stabilisent ou non. Par ailleurs, les taux de mortalité continuent, eux, à augmenter et de manière importante. Alors, les premières nouvelles qu'on vous donne là sont effectivement des nouvelles positives. Elles sont attendues depuis des semaines. Elles ne doivent pas nous faire oublier que la situation est toujours préoccupante et que, par exemple, le nombre de patients en soins intensifs va continuer à augmenter dans les prochains jours, peut-être jusqu'à la 2e semaine du mois de novembre. Il est donc extrêmement important que les mesures plus strictes qui sont en vigueur à partir d'aujourd'hui soient vraiment bien appliquées pour reprendre réellement et de manière durable le contrôle du virus. Le chemin reste encore long, nous ne sommes pas au bout de cette randonnée un peu infernale, on est bien d'accord. Il faudra d'abord atteindre un plateau, ce que nous ne sommes pas encore en train de faire pour l'instant, puis il faudra petit à petit diminuer le nombre de chiffres de manière persistante et significative. Les 2 termes sont, je pense, vraiment importants, de manière assez longue pour qu'on retrouve une zone de sécurité. Actuellement, avec de l'ordre de 20 000 nouvelles infections par jour, les lignes de défense classiques que nous avions établies sur base du testing et du tracing ne peuvent pas être encore solides. Elles sont sous trop forte pression. Il faut donc qu'il y ait moins de cas dans la communauté pour que ces lignes puissent reprendre toute leur place. C'est seulement lorsque nous reviendrons à un taux gérable, qui reste à définir, de circulation virale, que l'on pourra vraiment dire que ce n'est pas le virus qui conduit notre vie, mais nous qui pourrons essayer de maintenir le virus dans les endroits les plus reculés possibles et dans les zones les plus basses possibles de son intensité.
Le mardi 27 octobre, c'est le jour où on a atteint malheureusement le taux le plus important de nouvelles infections depuis le début de la pandémie. En l'occurrence, on a atteint 21 953 nouveaux cas. Ceci nous mène actuellement à une moyenne sur une base hebdomadaire de 15 582 infections, ce qui est une augmentation de, j'ai envie de dire, seulement 14% par rapport à la semaine précédente. Comme vous le savez, on l'a déjà répété plusieurs fois, le testing, la manière de tester a changé récemment et donc ça peut perturber les chiffres. On va encore aujourd'hui vous donner la correction qui a été établie d'après les modèles. Cette correction nous montre qu'on se trouve alors devant une augmentation de 29% par rapport à l'ancienne technique de testing qui comprend aussi les asymptomatiques. Ces 29%, c'est nettement plus bas que ce que nous avions durant les moyennes des semaines précédentes, où une augmentation de 100% était pratiquement la règle. Comme on le voit sur la diapositive qui va suivre, l'âge moyen des nouveaux cas continue à augmenter. On vous a parlé de 39 ans, de 41 ans durant les dernières semaines. Nous sommes maintenant avec la moitié des cas qui ont plus de 43 ans. On a aussi une répartition assez homogène d'un sixième des différents nouveaux cas sur les groupes de la vingtaine, trentaine, quarantaine et cinquantaine. Et c'est le plateau que vous voyez sur la diapositive. Chez les enfants, chez les adolescents, on a une diminution du nombre de cas et on a une stabilisation chez les gens qui sont dans la petite vingtaine. Par contre, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on est toujours frappé par le fait que les tranches d'âge les plus âgées sont de plus en plus touchées. On l'a signalé déjà, et cette fois-ci, on vous le signale pour les gens de plus de 80 ans, dans lequel on a toujours un doublement du nombre de cas, en l'occurrence tous les 11 jours. Et on sait que dans ces tranches d'âge de plus de 70, 80, 90 ans, ceci est malheureusement un signe péjoratif quant au risque d'hospitalisation et de complications. Ce ralentissement, au niveau national, trouve sa place essentiellement au centre du pays, comme vous le voyez, où pour la première fois, on se trouve devant des couleurs vertes avec des chiffres négatifs. On a des chiffres négatifs qui vont de moins 3% dans le Brabant flamand à moins 11% à Bruxelles. Et c'est bien la première fois depuis longtemps qu'on a ce genre de chiffres et de couleurs à vous montrer. Pour les autres provinces, on a toujours une augmentation, mais une augmentation plus modérée, comme vous le voyez. Elle est la plus intense au niveau de la Flandre occidentale, avec 37% d'augmentation. En absolu, le nombre de nouveaux cas est toujours le plus important au niveau de la province de Liège et du Hainaut, avec par exemple une moyenne de 3006 nouvelles infections à Liège et de 2885 nouvelles infections dans le Hainaut. Ces deux provinces ont donc le taux le plus important, qui est actuellement supérieur à la moyenne nationale, 26%. Au niveau des hospitalisations, et on l'a assez souligné, c'est le point pratiquement le plus important actuellement dans la gestion de cette deuxième vague, eh bien, on voit que si les chiffres continuent à augmenter, ils semblent se ralentir, on le voit dans la courbe vert foncé ces derniers jours. Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital double actuellement tous les 14 jours, alors que la semaine dernière, il doublait encore tous les 8 jours. Si le mercredi 28 octobre, nous avons battu un record de 743 nouvelles admissions en une journée, les jours qui ont suivi ont systématiquement été plus bas que ce chiffre. La moyenne, sur les 7 derniers jours, s'établit à 656 nouvelles admissions par jour. La répartition de ces admissions est assez semblable à celle qu'on connaissait la semaine passée. Elle est toujours la plus importante au niveau de la province du Hainaut, de la province de Liège et de la région de Bruxelles-Capitale, qui forment maintenant une grosse moitié de l'ensemble des cas. On était à un peu plus de 60% la semaine passée. Par ailleurs, on a à peu près 10% des hospitalisations réparties d'une part sur la province de Flandre occidentale et 10 autres % sur la Flandre orientale. Actuellement, en Belgique, nous avons près de 7000, en l'occurrence 6823 patients Covid qui sont hospitalisés. Et au sein de ces 6823 patients, 1223 sont en soins intensifs
avec un petit 60% qui a besoin d'une ventilation artificielle. Ce 1223 patients, c'est pratiquement le pic qu'on avait atteint lors de la première vague, en l'occurrence le 8 avril, où il y avait 1285 patients en soins intensifs. Bonne nouvelle, malgré tout, le nombre de patients en soins intensifs double actuellement tous les 10 jours. C'est plus qu'en admission en salle normale, mais c'est un peu plus lent que les 8 jours qu'on connaissait durant les dernières semaines. Ce ralentissement devrait nous permettre de gagner du temps, de donner la possibilité au secteur hospitalier de s'organiser davantage afin de gérer le flux de patients, qui est bien sûr tout à fait encore présent, et la pression sur les hôpitaux reste extrêmement intense. Surtout, ne perdez pas ça de vue. Ce ralentissement et le fait d'appliquer scrupuleusement les nouvelles mesures devrait nous permettre de ne pas dépasser la limite de 2000 lits de soins intensifs prévus dans notre pays et qui seront effectivement ouverts durant cette semaine pour les patients qui sont atteints du Covid. Enfin, du côté des décès, on vous l'a annoncé d'emblée, les chiffres continuent malheureusement à augmenter et on sait que c'est classiquement le cas puisqu'il y a là un retard de 2 à 3 semaines par rapport aux chiffres des infections et des hospitalisations. La semaine dernière, il y a eu en moyenne 113 décès par jour, soit une augmentation de 164% par rapport aux semaines précédentes et un doublement tous les 5 jours. Ce vendredi, 30 octobre, nous avons eu à déplorer 158 décès, ce qui correspond à peu près à la moitié du pic que l'on a connu avec 312 décès le fameux 8 avril lors de la première vague. Alors nous le savons tous, le gouvernement a promulgué vendredi dernier d'application aujourd'hui de nouvelles mesures. Nous sommes actuellement, avec ces nouvelles mesures, presque au niveau le plus strict. On sait qu'il n'est pas aussi strict que ce qu'on a connu en mars-avril. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres mesures à rajouter. Ces mesures, on l'a déjà dit précédemment, doivent nous permettre d'assurer le fait qu'on inverse la tendance et qu'on ne dépasse pas ce plafond de capacité de nos soins de santé. Dans ces mesures, intrinsèquement, le point le plus important, c'est garder vos distances. Limitez vos contacts étroits. C'est ainsi que l'on peut, le plus simplement, limiter la propagation du virus. Qu'est-ce qu'un contact étroit? On va le rappeler. Un contact étroit est une personne avec laquelle vous pouvez, face à face, sans masque, boire, discuter, manger, quelqu'un que vous pouvez tenir dans vos bras, quelqu'un que vous pouvez embrasser. Et on va donc, dans les moments qui suivent, vous résumer un petit peu quels sont le sens des nouvelles règles et que veulent dire ces contacts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ses proches? Mais bien sûr, avec les proches de votre foyer, vous avez des contacts normaux. Vous avez des contacts étroits par définition et ceci ne change pas. À l'extérieur de votre foyer, vous devez par principe garder une distance de 1,50 m par rapport aux autres personnes. On sait que ce n'est pas toujours faisable, même dans la rue, et dans ce contexte-là, vous devez porter votre masque. Porter son masque un peu de plus n'est jamais nuisible, un peu moins peut l'être éventuellement, donc n'hésitez pas à employer votre masque au moindre doute à ce niveau-là. Il est clair qu'un masque est important, mais ne remplace pas la distance entre les individus. Ce n'est donc pas parce qu'on porte un masque que l'on peut faire n'importe quoi et de manière non raisonnée se trouver proche de manière prolongée d'autres personnes. La distance, on l'a dit et on le répète, reste la règle fondamentale. Que peut-on avoir comme contact étroit, celui qu'on a défini il y a quelques instants en dehors du foyer? Eh bien, on sait que c'est une personne extérieure à la famille que l'on peut, chacun d'entre nous, avoir comme contact étroit. Une personne, c'est peu, c'est le moins qu'on puisse dire, sans jeu de mots, et donc il faudra bien la choisir. Et on sait que ce n'est pas facile, et on sait qu'il y a des choix difficiles à faire, mais c'est pour l'instant un passage obligé pour diminuer la pression, la surchauffe du moteur de l'infection auquel nous sommes confrontés. Important, on n'insistera jamais assez là-dessus,
c'est la protection des personnes les plus vulnérables, c'est les personnes âgées, les grands-parents par exemple, éviter les contacts étroits avec des petits-enfants. Et dans l'absolu d'ailleurs, éviter trop de contacts étroits. Prenez un maximum de précautions avec ces personnes qui sont les plus vulnérables. Alors, qui peut-on voir à domicile? Qu'est-ce qui est autorisé? On peut recevoir au sein du foyer une seule personne à la fois. Cette personne sera, par définition, un contact étroit de l'une des personnes du foyer. On n'est plus dans la possibilité de recevoir chez soi des amis à distance simplement. La personne sera l'un des contacts étroits de l'une des personnes du foyer. On sait que l'isolement auquel le virus nous contraint depuis déjà maintenant trop longtemps est particulièrement difficile à supporter pour les personnes qui sont isolées. Et dans ce contexte, des personnes isolées, elles ont la possibilité de voir deux personnes différentes. Deux personnes différentes qui sont d'une part ce fameux contact étroit et d'autre part une deuxième personne, mais deuxième personne avec laquelle les distances et les précautions classiques doivent être observées. Par ailleurs, la personne isolée ne peut pas recevoir ces deux personnes en même temps chez elle. Elle pourra se revoir soit le contact étroit, soit l'autre personne. Que peut-on faire en dehors de chez soi? Eh bien là, ça n'a guère changé, on peut toujours se promener, heureusement, pour l'instant aussi loin qu'on veut de son domicile. On peut à l'extérieur se trouver en groupe de 4, en dehors des enfants de 12 ans qui ne comptent pas dans ce volume de personnes qui peuvent être ensemble. À l'extérieur, vous devrez être à une certaine distance, d'1,50 m, par rapport aux personnes qui ne sont pas de votre foyer ou qui ne seraient pas le contact rapproché dont on a déjà parlé. Il va de soi que si votre ménage comporte plus de 4 personnes de plus de 12 ans, vous pouvez bien sûr toujours vous promener ensemble. Alors malgré toutes ces difficultés, et avec j'espère l'espoir que certaines nouvelles nous donnent aujourd'hui sur l'impact des mesures qui doivent être encore accentuées par les précautions supplémentaires qu'on prendra à partir d'aujourd'hui, nous espérons malgré tout que vous passerez une semaine de vacances de Toussaint pas trop désagréable. Merci beaucoup. Goedemorgen. Sinds vandaag zijn de verstrengde coronamaatregelen van kracht in ons land. Hiervoor werd gisteren voormiddag het ministerieel besluit gepubliceerd in het Staatsdebat. Deze maatregelen hebben tot doel om onze contacten maximaal te beperken. Dit is de enige manier om de verspreiding van het virus af te remmen en op deze manier de druk op de ziekenhuizen te doen afnemen. De afgelopen uren is er in de media al uitvoerig besproken welke winkels al dan niet open kunnen blijven. Als u als handelaar nog vragen heeft hierover, kan u zich wenden tot de FOD-economie. Voor alle duidelijkheid, winkels die hun deuren moeten sluiten, kunnen hun activiteiten wel verder zetten via leveringen online of kunnen een systeem opzetten van onbestelde goederen op een veilige manier in open lucht te leveren en op te halen. Door lokaal te blijven bestellen, steunen we onze lokale handelaars in deze zeer moeilijke periode. We overlopen graag nog een aantal nieuwe coronamaatregelen die de afgelopen uren misschien iets minder belicht zijn in de media. Ten eerste, telewerk is verplicht. Indien telewerk niet mogelijk is, omwille van de functie of omwille van de continuïteit, zal de werkgever alle personeelsleden een attest of een bewijsstuk moeten meegeven dat aantoont dat je niet kan telewerken. Een ander nieuw aspect is huis-aan-huis en leurdersactiviteiten. Deze zijn vanaf nu verboden. Die betekent bijvoorbeeld dat verenigingen, jeugdverenigingen, niet van deur tot deur mogen gaan om bijvoorbeeld speculaas of taarten te verkopen. Dergelijke acties zijn vaak belangrijk om de kas van de vereniging te spekken. Jammer dat deze niet kunnen doorgaan, maar ze kunnen wel online uiteraard acties opzetten. Hotels en B&B's kunnen open blijven, maar alle gemeenschappelijke ruimtes, denk daarbij bijvoorbeeld aan het zwembad, de bar, het restaurant, worden gesloten. Maaltijden zullen dus op de kamer gebruikt moeten worden. Vakantieparken, bungalowparken en campings sluiten vanaf morgen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor wie eigenaar is of wie er permanent woont.
Het huren van een vakantiehuis of een appartement is nog steeds mogelijk. U kan hier naartoe gaan met de mensen waarmee u onder hetzelfde dak woont of eventueel met uw knuffelcontact. Het is duidelijk dat deze nieuwe maatregelen voor niemand aangenaam zijn. Vele evidente dingen zijn plots niet meer mogelijk. Maar we stellen vast dat het overgrote deel van de mensen zich bewust is van de ernst van de situatie en het gedrag daar ook aan wil aanpassen. We hebben nu helemaal geen andere keuze. We beseffen allemaal dat het niet evident zal zijn en niet eenvoudig de komende weken om deze maatregelen vol te houden. Kijk de komende weken naar de dingen die nog wel kunnen. Zoek routine en nieuwe gewoontes. En vooral, laat elkaar niet los. Het feit dat we nu minder sociale contacten mogen hebben, betekent niet dat we elkaar moeten loslaten. De komende weken zullen solidariteit en samenhorigheid enorm belangrijk zijn. Het is dan ook hartverwarmend om vast te stellen dat er al verschillende initiatieven van solidariteit ontstaan. Deze periode van de herfstvakantie herdenken we ook de overledenen. De afgelopen maanden hebben heel veel families een geliefde verloren omwille van COVID. Het afscheid verliep vaak in zeer moeilijke omstandigheden. We wensen al deze families heel veel steun in het rouwproces. Met de nieuwe verstrengde maatregelen zullen we de kracht van de pandemie samen kunnen afremmen. Maar dit zal enkel lukken als we dit op een solidaire manier doen. Met één ploeg van 11 miljoen zijn we sterker dan een weerbarstig virus. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar. Dank u wel. Bonjour à toutes et tous. Depuis aujourd'hui, des mesures plus strictes sont en vigueur dans notre pays. L'arrêté ministériel les détaillant a été publié au Moniteur belge hier matin. Ces mesures visent à limiter autant que possible nos contacts physiques rapprochés. C'est la manière la plus efficace et directe de ralentir la propagation du virus et donc de réduire la pression que connaissent actuellement les hôpitaux et de manière plus large toute la chaîne de soins. Ces dernières heures, les médias ont pas mal discouru des magasins qui pourraient rester ouverts ou non. Si des commerçants se posent encore des questions, ils peuvent prendre contact avec le SPF Économie. Pour les magasins qui doivent fermer à partir d'aujourd'hui, ils peuvent poursuivre ou s'orienter vers des systèmes de livraison ou des systèmes de collecte des marchandises commandées devant le commerce. La situation est clairement pas facile pour ces commerçants. Des aides sont mises en place, mais nous vous invitons tous également à les soutenir activement en continuant, quand cela est possible, à faire appel à leurs services. Peut-être revenir également sur d'autres mesures qui ont été insérées dans l'arrêté et qui entrent en application aujourd'hui. Pour ceux qui travaillent, le télétravail est plus que jamais obligatoire. Si le télétravail n'est pas possible en raison de la nature de votre fonction ou pour maintenir la continuité de l'entreprise, votre employeur vous fournira une attestation confirmant la nécessité de votre présence. Le porte-à-porte ou les activités de démarchage de toute nature sont interdites à partir d'aujourd'hui. Et cela concerne les activités commerciales, mais également le secteur associatif. Donc, par exemple, les associations qui venaient sonner à votre porte pour vendre des biscuits, vendre des calendriers pour financer leurs activités. On comprend l'utilité que peuvent avoir ces actions, mais il faudra pour le moment se contenter de faire des actions ou des demandes de solidarité en ligne. En ce qui concerne les logements de vacances, les hôtels et les chambres d'hôtes peuvent rester ouvertes, mais tous les espaces communs restent fermés. Cela comprend le salon, le bar, le restaurant, la salle de sport, etc. Et donc, vous comprendrez aussi que les repas dans ce type d'établissement devront être servis dans les chambres. Les parcs de vacances, les parcs de bungalows, les campings seront fermés à partir de demain. Une exception est faite pour les personnes qui sont propriétaires de ce type de logement ou pour les personnes, évidemment, qui y vivent en permanence. Et à côté de ces logements dont on a parlé, il reste possible de louer une maison ou un appartement de vacances
Vous pouvez vous y rendre avec les personnes vivant sous votre toit et éventuellement accueillir également vos contacts rapprochés. Ces nouvelles mesures ne sont agréables pour personne. Et beaucoup de choses que l'on fait machinalement, habituellement, ne sont soudainement plus possibles. Mais soyons, et vous l'êtes dans une grande majorité, conscients du fait que nous n'avons plus le choix. Focalisons-nous sur les activités qui sont encore possibles. Adaptons, en cette période, de nouvelles habitudes. Et surtout, restons en lien avec les autres. Le fait que nous devions limiter autant que possible nos contacts physiques rapprochés ne signifie pas que nous devons abandonner toute relation sociale. Dans les semaines à venir, c'est justement la solidarité et l'unité qui seront extrêmement importantes entre nous. Il est donc réconfortant de constater que diverses initiatives voient déjà le jour. C'est une preuve de la résilience de notre société. En cette période, nous commémorons nos défunts. Au cours des derniers mois, de nombreuses familles ont perdu un être cher, que ce soit à cause du Covid ou pour d'autres raisons. Et quelle qu'en soit donc cette cause, nos adieux ont souvent eu lieu dans des circonstances très difficiles. Nous souhaitions exprimer à toutes ces familles beaucoup de soutien dans le deuil qu'elles traversent en ce moment. L'épidémie reste forte et cause beaucoup de souffrance. Avec les nouvelles mesures renforcées d'application à partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir nous attaquer à cette intensité de l'épidémie. Mais cela ne réussira que si nous sommes solidaires, que si nous agissons à 11 millions. Merci beaucoup. Et nous allons passer aux différentes questions en provenance de la presse. La moyenne des nouveaux cas est plus basse ce lundi que celle communiquée dimanche. Comment l'expliquer? Est-ce uniquement parce qu'on ne teste plus les personnes asymptomatiques? Alors, comme on en a parlé durant la conférence de presse, lorsque l'on fait le calcul avec la correction des personnes asymptomatiques, on se rend compte qu'on a une diminution de l'augmentation que nous avons vécue depuis maintenant des semaines. Comme on en a aussi parlé durant la conférence de presse, beaucoup d'autres indicateurs nous montrent que nous sommes enfin sur une tendance plus favorable, avec aussi une diminution des hospitalisations. Donc, la réponse à la question est, ce n'est pas parce qu'on a arrêté de tester les asymptomatiques, on se trouve sans doute réellement au début d'un impact des mesures avec une diminution de la circulation du virus et des différentes conséquences qu'il peut avoir, y compris l'hospitalisation. Les jours qui viennent seront décisifs pour conforter cette conclusion. Het gemiddeld aantal nieuwe gevallen is vandaag lager dan het cijfer dat op zondag werd gecommuniceerd. Hoe verklaart u dat? Is dat enkel te wijten aan het feit dat asymptomatische gevallen niet meer worden getest? Wel, dat is een goede vraag, want we moeten natuurlijk heel goed opletten met die besmettingscijfers. Daarom hebben we daar ook zeer uitvoerig over overlegd en naar alle mogelijke parameters gekeken. En we denken dat er wel sprake is van een reële vertraging. Het is inderdaad zo dat de laatste weken de testcapaciteit zwaar is onder druk komen te staan. De laboratoria zaten aan het plafond van wat ze konden testen. Daarom is de teststrategie aangepast. Er worden minder mensen getest. Dat heeft een impact op de cijfers. Maar zelfs als je daarvoor corrigeert, dan zien we nu een toename op weekbasis van 29%. Met correctie voor de aangepaste teststrategie. En dat is toch minder dan een tweetal weken terug, toen we aan ruim 100% zaten op weekbasis. Een van de misschien nog meest bemoedigende signalen is ook het feit dat we zien dat het percentage positieve testen ook heel lichtjes aan het zakken is terug. En dat is een heel belangrijk signaal. We zitten nu nog altijd aan een zeer hoog percentage positieve testen. Veel te hoog, onaanvaardbaar hoog. 29,1%. Maar het lijkt de voorbije dagen een klein beetje naar beneden aan het gaan. En dat is een heel goed signaal. Betreft de ziekenhuisopnames is het nog heel vroeg.
Als we daar met een positieve bril naar kijken, dan zie je dat verleden woensdag het hoogste aantal ziekenhuisopnames werd genoteerd, 743. Sindsdien zijn we daaronder gebleven. Weliswaar nog altijd op een heel hoog niveau. Tussen de 600 en de 700 ziekenhuisopnames is zeer hoog. Maar in de voorbije dagen lijkt het toch niet verder door te stijgen. Ik denk dat hier de komende 2 dagen echt cruciaal gaan zijn om daar wat meer duidelijkheid over te hebben. Als deze trend de komende 2 dagen nog aanhoudt, is dat een goed teken. Als die weer gaat doorstoten naar hogere niveaus, is dat een heel slecht teken. In ieder geval, als de komende 2 dagen die hospitalisaties niet doorstijgen, denk ik dat het mogelijk is, met de huidige maatregelen, om onder de maximumcapaciteit van 2000 intensieve zorgbedden te blijven in de komende 2 weken. Het aantal ziekenhuisopnames lijkt zich de laatste dagen te stabiliseren. Hoe verklaart u dat? Zijn de voorwaarden om momenteel te worden opgenomen in het ziekenhuis verstrengd? Ja, ook dat is een goede vraag en dat is inderdaad een caveat die we bij de cijfers moeten stellen. De ziekenhuisopnames kunnen ook beïnvloed worden door de criteria die ziekenhuizen gebruiken om patiënten op te nemen. We hebben inderdaad ter horen gekregen dat bepaalde ziekenhuizen, zeker in de gebieden die momenteel het zwaarst getroffen zijn, de voorbije dagen ook strengere criteria gebruiken om mensen op te nemen. Men gaat daarbij al sneller beslissen om mensen eerder thuis of in het woonzorgcentrum op te volgen, eventueel ook zuurstof toe te dienen en niet op te nemen in het ziekenhuis. Men gaat natuurlijk zeer goed afwegen dat dit niet in het gedrang komt met de kwaliteit van de zorgen voor die persoon. Het is heel moeilijk op dit moment om in te schatten hoe belangrijk dit effect is op de trend die we waarnemen in de hospitaalcijfers. Le nombre d'admissions à l'hôpital semble se stabiliser ces derniers jours. Comment l'expliquez-vous? Les hôpitaux ont-ils durci les conditions d'admission? Pourriez-vous nous expliquer les critères pour être admis à l'hôpital? Alors, en dehors du fait qu'il y a probablement, effectivement, et on l'espère, une diminution réelle du nombre de patients suffisamment sévères que pour être admis à l'hôpital, il y a effectivement d'autres critères qui peuvent intervenir dans la diminution du nombre de patients qui sont hospitalisés. Et parmi eux, les critères d'admission à l'hôpital. Dans certaines régions du pays, parmi les plus touchées, dans certains hôpitaux, il est fort probable qu'un certain nombre de critères d'admission aient été durcis, qu'actuellement, on augmente à la fois la quantité mais aussi la qualité des soins à domicile ou en maison de repos. Par exemple, en appliquant des perfusions sous-cutanées, par exemple, en administrant de l'oxygène à domicile ou dans les maisons de repos. Il sera très important de suivre ces différents paramètres, qu'il sera très important de garder une qualité de soins optimale, même décentralisée, si on peut dire, en dehors des hôpitaux. Et ce seront des critères qui doivent être suivis dans les jours qui viennent pour les intégrer dans la réelle compréhension de la diminution du nombre d'hospitalisations. Qu'en a-t-il de l'immunité de groupe? Alors, au vu de la deuxième vague que nous vivons actuellement, il est fort plausible, il devrait avoir une augmentation de ce qu'on appelle la séroprévalence, c'est-à-dire de la quantité de personnes qui sont immunisées au sein de la société en ayant fait la maladie, puisque le vaccin, qui est l'autre manière d'obtenir une protection, n'est pas encore présent actuellement. Avant cette deuxième vague, nous avions dans les études pratiquées par exemple durant le mois de septembre une séroprévalence aux environs des 6-7% qui dépassait guère les 8 à 9% dans les groupes les plus infectés. On peut s'attendre effectivement à multiplier par 50 ou 100% ce chiffre, en tout cas à dépasser les 10% et se trouver quelque part entre 10 et 20%. Mais seule la réalité des études qui sont en cours, dont nous devrions avoir les résultats dans les peu de semaines devant nous, permettront de nous savoir à quel degré de protection par présence d'anticorps, en tout cas de protection potentielle par présence d'anticorps, on pourrait se trouver dans la société.
Quoi qu'il en soit, même si on atteint 15 ou 20%, on se trouverait encore très très loin du niveau nécessaire pour avoir de manière naturelle, par l'infection naturelle, une protection de groupe. On estime qu'il faudrait une séroprévalence de l'ordre d'au moins 50 à 60%, pour ne pas dire plus, pour avoir ce type d'effet. Et au vu déjà de ce qui s'est passé actuellement, au vu des dégâts personnels, individuels et sociaux que cette deuxième vague provoque, on se rend compte que cette notion d'immunité de groupe atteinte par simplement l'infection est totalement non admissible, non gérable, tant sur le plan humain que sur le plan des soins de santé. On ne sera donc pas du tout à un niveau d'immunité de groupe par cette deuxième vague. Hoe zit het met de groepsimmuniteit? Wel, groepsimmuniteit, of wat we kunnen meten in de bevolking, is het percentage mensen die reeds antistoffen heeft opgebouwd tegen dit virus. We kunnen daarbij van uitgaan dat die antistoffen een zekere bescherming gaan geven tegen de ziekte, niet noodzakelijk tegen de infectie. In september hebben we de laatste data gerapporteerd en wisten we dat ergens tussen de 5 tot 8% van de bevolking antistoffen had opgebouwd tegen dit virus. Dat is nog altijd een heel kleine fractie van de bevolking. Logischerwijs kunnen we verwachten dat na deze tweede grote golf dit aantal waarschijnlijk meer dan verdubbeld zal zijn. Misschien gaat dat ergens tussen de 15 tot 20% van de bevolking kunnen bereiken. Sowieso zal dit onvoldoende zijn om te leiden tot een groepsimmuniteit. Om van groepsimmuniteit te kunnen spreken, moet je minstens 50 tot 70% van de mensen hebben die immuun zijn, die antistoffen hebben. Daar zitten we nog heel ver van. Groepsimmuniteit is geen aanvaardbare strategie voor de controle van dit virus. Althans niet op een natuurlijke manier. Je kan het wel proberen te bereiken met een vaccin. Een zekere gedeeltelijke groepsimmuniteit kan een gelukkige bijkomstigheid zijn, maar is geen primaire doelstelling voor de controle van dit virus. Dat zou bijzonder gevaarlijk zijn en heel veel mensenlevens kosten. We wachten daarvoor dus veel beter op de komst van een goed vaccin. Merci donc pour votre écoute de cette conférence de presse. Je vous rappelle le message essentiel, gardez vos distances, c'est primordial, c'est la manière la plus efficace et directe de ralentir la propagation du virus. Limitons donc nos contacts étroits, mais restons en contact. C'est plus que jamais important dans ces périodes de garder des liens entre nous. Et pour les autorités, justement, nous restons en contact avec vous via le webcare, via les sites web que vous connaissez maintenant, sur lequel sera mis un FAQ aujourd'hui sur base des décisions communiquées hier. Et la prochaine fois qu'on se voit, c'est le 4 novembre, mercredi, pour la prochaine conférence de presse. Merci.